أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين.
Je vais vous présenter la traduction en français du chapitre 3, Surat Al-Imran, du verset 32 au verset 39. Dit, si vous aimez Allah, alors suivez-moi. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Et Allah est très pardonnant, miséricordieux. Obéissez à Allah et aux messagers. Mais s'ils tournent le dos, alors souvenez-vous qu'assurément, Allah n'aime pas les mécréants. Allah a choisi Adam et Noé et la famille d'Abraham et la famille de Imran par-dessus tous les peuples. Une postérité, les uns descendants des autres. Et Allah entend tout et sait tout. Souvenez-vous quand une femme de la famille d'Imran dit « Mon Seigneur, certainement je t'ai voué ce que je porte en mon nom. Certainement je t'ai voué ce que je porte en mon sein pour qu'il soit consacré à ton service. Accepte donc cela de ma part. En vérité, tu es celui qui entend tout et qui sait tout. » Mais après avoir accouché d'elle, elle dit « Mon Seigneur, j'ai mis au monde une fille, tandis qu'Allah savait le mieux ce dont elle avait accouché. En effet, le mâle n'est pas comme la femelle, et je lui ai donné le nom de Marie, et je la confie ainsi que sa progéniture à ta protection contre Satan le renier. » Son Seigneur accepta donc l'enfant d'une gracieuse acceptation et la fit grandir d'une belle croissance. Il l'a mis sous la tutelle de Zacharie. Toutes les fois que Zacharie lui rendait visite dans le sanctuaire, il trouvait auprès d'elle des provisions. Il demanda « Ô Marie, d'où te vient cela ?» Elle répondit « Cela vient d'Allah. Assurément, Allah approvisionne sans compter. » Sur ce, Zacharie adressa une prière à son Seigneur en disant « Mon Seigneur, accorde-moi de ta part une descendance pure. Assurément, tu es celui qui entend les prières. » Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si après quelques vers du poème du Messie promis à l'honneur du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. يا للفتى ما حسنه وجماله رياه بالقلب كالريحان وجه المهيمن ظاهر في وجهه وشؤونه لمعت بهذا الشأن فلذا يحب ويستحق جمالهم شغفا به من زمرة الأخدان صجه كريم بعزل خل تقى خيركم وفاقة وائف الفتيان فاق الورى بكماله وجماله وجلاله وجنانه الريان لا شك أن محمدا خير الورى ريك الكرام ونخبة العيان تمت عليه صفات كل لمزية ختمت به نعمة كل زمان والله إن
محمدا كريد فات وبه الغصون لبسدة السلطان هو فخر كل مطهر ومقدس وبه يباهي الأسكار الروحاني هو خير كل لمقرب متقدم والفضل بالخيرات لا بزمان والطل قد يبدو أمام الوابل فطل طال ليس كأن تختاني بطل واحد لا تطيش سهامه ذو مسبيات مبكو شيطان هو جنات إني أرى أسماره وكتفه كظللت لجمال ألفيته بحر الحقائق والهدى ورأيته كالدر في المعاني لا إله إلا له لا إله إلا له لا إله إلا له محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. Traduction. Ô jeune homme, comment décrire l'élégance et le raffinement gracieux de sa beauté? Son parfum charme le cœur tel celui d'une plante odoriférante. La présence d'Allah, le protecteur, se reflète dans le visage béni du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et toute sa conduite et comportement moral brillent de la même splendeur. C'est pour cela que sa beauté mérite d'être aimée à l'exclusion de toute autre amie. Possesseur d'excellence morale, noble et au cœur grand, ami de ceux qui craignent Dieu, il a surpassé tous les autres jeunes hommes par son extrême charité. Par son excellente spiritualité, son élégance, sa majesté et la fraîcheur de son cœur, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'islam s'élève au-dessus de toute créature. Nul doute Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est la crème de la création. Il est l'essence même des plus nobles et la force vitale des élus de Dieu. Toutes les plus nobles qualités ont atteint en lui la perfection. De plus, dons spirituels de tout temps ont trouvé chez lui leur apogée. Par Dieu, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est certes comme un premier ministre, ce n'est qu'à travers lui que l'on peut accéder au seuil du roi. Il est l'orgueil de toute personne sainte et purifiée. Et les soldats spirituels de Dieu le chérissent et en sont également fiers. De tous ceux qui sont bien en vue et près d'Allah, il est le préféré. Et souvenez-vous que la supériorité dépend de l'excellence des actions et non de la priorité dans le temps. Bien qu'elle précède la pluie, la brune demeure brune et ne se compare pas à la pluie torrentielle. Unique champion, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, un archer talentueux dont les flèches ne ratent jamais leur cible. De fait, il atteint toujours son but, lui, le destructeur de Satan. Il est tel un splendide jardin spirituel et je vois clairement que ces grappes de fruits ont été rapprochées de mon cœur. Je l'ai trouvé être tel un océan de vérité et de direction et je l'ai vu scintiller comme une perle. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Vous avez bien voulu placer aujourd'hui votre rencontre sur le terme « L'Afrique au cœur de l'espoir de nos enfants ». Mais ce n'est pas le premier message qui interpelle quand on rentre dans ce temple. Quand on accède au temple, on voit en face de nous « Amour pour tous, haine pour personne », qui traduit déjà l'état d'esprit qui vous anime. Vous savez, le continent africain fait partie de nous. Et c'est parce qu'il fait partie de nous que nous avons un devoir envers ce continent. Un devoir, celui de le voir rayonner, celui d'agir pour que ce continent quitte l'état de pitié à un état de gloire, à un état de satisfaction pour tout le monde. C'est parce que nous voulons que cette satisfaction dure dans le temps que nous avons dit espoir pour nos enfants. Mais je voudrais qu'on regarde en profondeur ce terme, espoir, qu'on pourrait définir sur plusieurs angles. Mais on s'accorde sur le fait que espoir, c'est le fait d'attendre avec confiance. Mais qu'attendons-nous en réalité? Il n'y a que l'herbe qui pousse naturellement. Celui qui n'a pas mis de graines d'arachide dans le sol ne va pas en récolter. C'est pourquoi il y a des organisations. Mais quelle devrait être aujourd'hui notre mission quand on a une telle organisation? C'est d'abord comprendre le sens du panafricanisme. À notre niveau, nous pensons que le panafricanisme, c'est quelque part l'affirmation de soi, l'affirmation de ce que nous avons au plus profond de nous, qui est l'Afrique dans notre cœur. C'est pourquoi il a parlé tout à l'heure d'estime de soi. Chers frères et sœurs, l'Afrique, nous Africains avons perdu quelque part l'estime que nous avons du continent africain. Je le disais en interview tout à l'heure, que pour ceux qui ont vécu en Afrique, même quand on est brillant, on a une fois entendu « tu n'es pas fait pour ici ». L'Afrique va tellement mal que finalement, on veut tout vider, on veut sortir tous, mais on n'a pas de regard sur le continent. Alors que notre respect viendra du développement de ce continent. Voici pourquoi il faut qu'on puisse reconsidérer notre manière de voir le continent. Voyons le continent comme un continent d'espoir, comme une richesse et non comme un problème. Voyons ce continent-là comme un trésor et non comme une pacotille. Et cela commence par le regard que nous avons sur le frère africain. Vous savez, beaucoup de personnes ont du mal même à collaborer avec un frère africain dans le cadre d'un projet. On a des idées reçues. Il nous faut dépasser cela. Et c'est en cela que la religion est un allié sûr. Parce que le panafricanisme n'a pas pour objectif de s'éloigner de l'autre en disant que nous sommes en guerre contre les autres. Non. Le panafricanisme vise l'unité, mais l'affirmation de soi dans cette unité. L'Afrique peut effectivement être ce trésor pour nos enfants, ce trésor pour nous-mêmes, génération montante, mais pourvu que nous puissions mener les actions qu'il faut. Aujourd'hui, j'ai bien vu les actions que le PAMA a pu mener. Je voudrais de ce fait vous dire merci. Merci pour cette lueur d'espoir que vous créez sur le continent. Merci pour ces écoles. Merci pour ces centres de santé. C'est avec ces petits pas conjugués qu'on pourra arriver à quelque chose. Mais permettez qu'avec ma modeste personne, je puisse vous dire que nous avons encore beaucoup à accomplir. Autant beaucoup ont soif de l'Afrique, la majorité, j'ai envie de dire quelques-uns n'ont pas compris le sens de notre combat. On a l'impression que c'est se dresser contre une partie du continent ou une autre partie. Mais pour donner un exemple à ces personnes, il nous faut nous-mêmes d'abord nous unir. Celui qui m'interrogeait tout à l'heure parlait de l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud, il parlait de l'Est, de l'Ouest, en disant que souvent le panafricanisme, on sépare ces parties de l'Afrique, alors que nous sommes une seule Afrique. Je suis content de voir aujourd'hui les Africains de l'Afrique de l'Ouest, les Africains de l'Afrique du Centre et même l'Afrique du Nord. Je vous assure, nous sommes des frères et je ne suis pas la personne la mieux habilitée même à le dire. À côté de cela, on a un engagement. Vous savez pourquoi on utilise le terme « enfant » ici? Enfant, c'est pour rappeler que ceux qui nous regardent vont potentiellement copier nos attitudes, nos habitudes. Parce que l'enfant même, on ne lui permet pas de signer des actes. Il est sous le regard des parents. On dit qu'il est encore mineur. Et ceux qui nous regardent, quel est le message qu'on leur laisse de l'Afrique? C'est à nous de compter à ces jeunes la réalité de l'Afrique. Ce n'est pas à laisser aux autres de leur expliquer ce que c'est que l'Afrique. Nous avons ce devoir. Et même dans notre attitude, notre manière de parler du continent, c'est la première impression qu'ils feront de ce continent. Il faut qu'à ceux-là dise que nous sommes certes musulmans,
Nous sommes certes de confessions différentes, mais nous avons une Afrique en commun. Et cette Afrique-là, c'est d'abord dans le travail et l'unité qu'on va réussir à bâtir. Il n'est pas question d'être riche. Il n'est pas question d'être dans un grand bureau. C'est d'abord un état d'esprit. C'est avec cet état d'esprit, et non des milliards, que vous avez réussi à construire des centres de santé. C'est avec cet état d'esprit que vous avez réussi à mener des combats pour que des gens aient accès à l'éducation. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est encore plus compétitif qu'hier. Mais quel est notre regard? Oui, l'Afrique peut être un continent d'espoir, pourvu que nous puissions aujourd'hui commencer à poser les bases. Nous avons certes donné de l'éducation, mais qu'est-ce qui est enseigné dans ces écoles? Ça doit être aujourd'hui notre affaire. Nous sommes ouverts et je sais qu'on pourra mener ensemble des projets pour réfléchir sur le système éducatif, pour réfléchir sur ce qu'on peut apporter de plus encore au système sanitaire. C'est ce que vient de notre cœur qui fera l'Afrique. Ce n'est pas ce qui se passe sur le continent. J'étais content quand je suis arrivé et que j'ai vu que vous avez même un média. Et ce média essaie de porter une voix. À travers ce média, aujourd'hui, nous avons pu mettre du doigt, pointer du doigt certaines réalités, certains problèmes, dont les aspects politiques. Chers frères, je le disais à l'antenne, que nous avons perdu le sens de la vie. La vie humaine ne coûte plus rien. Nous sommes assis, on attend au Congo 50 morts. Ça ne choque plus personne. On dit au Burkina, attentat, 30 morts, ça ne choque plus personne. Et parce que la vie n'a plus le même sens à nos regards, aucun développement ne sera possible. Regardez les États développés. Même regardez dans le pays où nous nous trouvons. Il suffit qu'à ce carrefour, il y ait un accident, un mort. Du moment que c'est tragique, vous verrez la presse en faire la une, pour montrer que là où un seul Français tombe, il y a urgence. Mais est-ce que c'est le même regard que nous avons sur notre continent? Même un accident, 30 morts, c'est banalisé à nos yeux. Il faut qu'on puisse relever cette image que nous avons de la vie, cette considération que nous avons de la vie dans notre esprit. C'est de là que part le développement. C'est par cet amour qu'on porte à nos concitoyens, à nos frères et sœurs. C'est là qu'est le commencement du développement. Il y a eu plusieurs États qui ont eu de mauvaises histoires, ou bien des histoires un peu qui glacent le sang avec l'Afrique. Mais pensez-vous que leurs dirigeants, c'est des personnes qui n'avaient pas d'argent? C'était des énarques, c'était des chefs d'entreprise, c'était des hauts fonctionnaires. Mais ils se sont dit que pour obtenir l'élévation de leur peuple, ils sont prêts à tout. Ce qui n'est pas forcément, ce qui n'est pas bien parce qu'on a vu des exactions. Mais c'est par amour qu'ils le font. Est-ce que cet amour, nous l'avons? C'est le commencement de cet espoir. Et c'est aujourd'hui, c'est le sens de mon exhortation. Ouvrons notre cœur à l'autre. Réussissons à dépasser nos différences. Comme disait l'autre, ce n'est pas nos différences qui nous divisent, c'est nos bêtises. Réussissons aujourd'hui à laisser ces différences-là nous unir et non nous éloigner. Je sais qu'on fera de grandes choses ensemble. Vive vraiment le PAMA et que Allah puisse accueillir toutes ces prières et l'Afrique sous le regard et qu'il puisse nous permettre d'atteindre le développement que nous souhaitons. Je vous remercie. Tout d'abord, je vous remercie infiniment de cet bel accueil, de cette belle organisation. Alhamdoulilah, vraiment c'est extraordinaire. Je ne connaissais pas justement la PAMA, c'est mon ami et frère Salim qui me l'a présenté. Et c'est vrai que quand il m'a proposé d'être intervenant ici, j'ai regardé rapidement les grandes lignes et effectivement, je me suis aussitôt reconnu. Donc bravo à vous tous pour votre engagement. Effectivement, la thématique, c'est l'Afrique au cœur de l'espoir pour nos enfants. Comme vous savez pertinemment, l'Afrique, et on en parle un peu partout dans toutes les bouches actuellement. D'accord? Tantôt politique, tantôt social, tantôt économique, mais on en parle de plus en plus. Et c'est vrai que durant ces dernières décennies, à chaque fois qu'on ouvrait la bouche pour parler de l'Afrique, malheureusement, c'était un mal. C'est la corruption, c'était les agressions, c'était les migrants qui voulaient quitter l'Afrique pour venir ici en Europe ou en Occident. À chaque fois, on présentait l'Afrique quelque chose de mauvais. Et finalement, dans l'imaginaire des gens, du collectif, c'est ce qu'on a retenu, malheureusement. Et il y a aussi des chiffres qui sont là, qui sont réels, parce que même quand on colporte des choses, parfois il y a aussi des choses qui sont vraies. Beaucoup de nos jeunes, énormément, de jeunes Africains,
quitte, en tout cas, souhaitent quitter l'Afrique pour venir en Europe ou en Occident, en croyant que l'Occident est un Eldorado pour eux. Ce ne sont pas mes chiffres, mais depuis 2014 jusqu'à maintenant, selon une enquête onusienne, c'est plus de 50 000 jeunes qui sont morts en voulant traverser justement la Méditerranée ou bien d'autres mers pour venir en Europe. C'est juste énorme. Et ça, collectivement, on est tous responsables. Pourquoi? Parce que nous savons pertinemment que l'Afrique regorge véritablement de ressources. Nous avons le gaz, nous avons le pétrole, nous avons l'uranium, nous avons le diamant, nous avons tout pour faire en sorte que ce continent soit le meilleur du monde. Il l'est en réalité. Mais ce sont, encore une fois, la corruption, nos dirigeants et plein d'effets qui font que l'Afrique est en train de sombrer, malheureusement. Donc, quand je vois cette assemblée aujourd'hui avec des jeunes, avec des personnes plus âgées, c'est magnifique parce que finalement, le fait est de prendre la parole devant vous et dans la thématique l'Afrique au cœur de l'espoir pour nos enfants, c'est déjà un grand pas parce que nos enfants, c'est eux demain, aujourd'hui, que nous devons éduquer, conscientiser par rapport justement à l'Afrique. Maintenant, en vérité, nous connaissons les problématiques africaines. Quelle est la solution? Parce que c'est bien beau de vouloir quitter l'Afrique, venir en Europe, et ceux qui restent vont-ils devenir comme les 50 000 qui sont morts? Ou bien vont-ils finir dans les jauges des prisons de Bamako, enfin, plus Bamako parce que maintenant il est devenu panafricain, mais d'autres pays africains qui aujourd'hui en souffrent? Ou bien, encore une fois, collectivement, nous devons trouver cette solution. Parce que la diaspora, ici que vous êtes, on a tous un rôle majeur à jouer. D'accord? La chance que nous avons, c'est qu'ici, à l'extérieur, on peut déjà s'exprimer. On peut dire ce qu'on pense. Ça, c'est la réalité. Qu'on le veut ou non, on peut dire ce qu'on pense. Ailleurs, on n'a pas le droit. D'accord? On peut écrire ce qu'on veut. Ailleurs, on n'a pas le droit. D'accord? Donc, maintenant, qu'est-ce que nous, cette force que nous sommes, qu'on représente, les hommes et les femmes et les jeunes que nous sommes, qu'allons-nous justement apporter à cette Afrique? Parce que où qu'on soit en réalité, effectivement, on est chez nous, mais on doit aussi d'abord effectivement penser aussi aux autres qui en souffrent le plus. Et actuellement, ils ne savent pas qu'ils ont de l'or entre les mains, mais ce sont les Africains de l'intérieur, malheureusement, qui en subissent des pots cassés. D'accord? Donc, à cette réflexion collective, à ces questionnements collectifs, nous devons trouver cette solution. Et à mon sens, c'est là où je rentre, où je dis, la seule solution s'appelle le panafricanisme. Véritablement. D'accord? Boris l'a si bien dit tout à l'heure, le panafricanisme, à la base, c'est une idéologie, je précise bien, politique, qui ensuite s'est codifiée, c'est devenu l'unité africaine, du nord comme dans le sud, de l'extérieur comme de l'intérieur. C'est en ça, en premier lieu, le panafricanisme. À cela, on pose aussi des jalons, qui sont l'économie. Comment l'économie africaine va-t-elle tourner? Comment va-t-elle profiter véritablement aux Africains? Des questions qu'on doit se poser. D'accord? Quelle politique africaine devons justement mettre en place pour que cela profite également à l'ensemble des Africains? Est-ce que c'est une démocratie? Est-ce que ce qu'on voit en ce moment, c'est une dictature? C'est des questions aujourd'hui qu'on doit se poser collectivement. D'accord? Tout en n'oubliant pas, évidemment, nos cultures, parce que nous sommes tous différents. Le Comorien n'a pas la même culture que la personne qui habite à Abidjan. Abidjan n'a pas la même que la personne qui habite à Bamako, et ainsi de suite. Et ça, ce sont des choses, évidemment, qu'on doit tous s'asseoir ensemble, encore une fois, sur des thématiques bien précises et réfléchir à comment promouvoir, en tout cas réfléchir à l'Afrique de demain. Mais dans tous les cas, dans cette réflexion, la chose la plus importante, évidemment, est d'abord l'unité. On ne doit plus se regarder en disant « ouais, moi je suis telle couleur, je suis telle région ». Non, 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 non. Clairement, l'Europe, rappelez-vous, s'est constituée avec ses différentes cultures. Les États-Unis, on a connu le sang, évidemment, mais aujourd'hui, les États-Unis, est-ce qu'il est avec les différentes cultures? Aujourd'hui, l'Afrique, le continent de demain, l'espoir de demain, ce qu'on va laisser à nos enfants, finalement. Qu'est-ce qu'on va pouvoir leur laisser? Qu'est-ce qu'on va pouvoir leur déguer? Est-ce que c'est encore la même Afrique qu'on vit actuellement? Ou véritablement, les aînés que nous sommes, les parents que nous sommes, les hommes que nous sommes,
On va leur laisser quelque chose d'extraordinaire parce que finalement, c'est notre héritage que nos ancêtres nous ont laissé. Et nous, notre génération, qu'avons-nous fait? Ça, c'est la réalité qui doit aussi également être opposée. À ça, je dirais, donc je parle évidemment d'éducation, qui est une chose extrêmement importante. Et dans l'éducation, comme dirait, j'aime pas trop le citer, mais je veux dire, Jules Ferry disait de l'éducation naissent les grandes nations. De l'éducation naissent les grandes nations. Nos enfants qui sont là, qui sont assis là, qui sont en maternelle, primaire, etc., c'est eux demain qui vont nous porter. Donc, il y a un travail qui est extrêmement important dans lequel il faut absolument qu'on leur impulse. À ça, je dirais aussi qu'il faut de l'engagement, quand on est en Europe surtout. Aujourd'hui, on ne peut plus se dire on regarde ce qui se passe. On ne peut plus dire que ça ne me regarde pas. Non, au contraire, nous devons être engagés. C'est quoi l'engagement africain? C'est ce qui se passe à Gaza aujourd'hui. C'est dénoncer cela. Soit financièrement, soit en écrit, on doit le dénoncer. C'est ce qui se passe au Congo. On l'a vu avec les millions de morts. On doit également le dénoncer. Les massacres de Ouïghours. Tout ça aujourd'hui, ce sont des choses qui nous encombrent directement. On ne doit pas dire que ça ne nous regarde pas. Non, au contraire, ça nous regarde. Et d'autres engagements. On doit être conscient, messieurs, que ça fait partie de nos engagements en tant que panafricains. À ça, évidemment, parce qu'aujourd'hui, dans les médias, dans les différents médias, on voit de plus en plus notre islam se faire humilier, massacrer. Les partis politiques gagnent, c'est juste en disant que, juste le mot islam, une personne qui est contre l'islam a déjà quasiment une certitude de passer au second tour aujourd'hui en France. C'est une réalité. C'est une réalité malheureusement. Donc nous, en tant que citoyens français, ou d'ailleurs, d'accord, en tant que musulmans, l'islam également c'est notre héritage, qu'on le veut ou non. Ailleurs, ils sont mieux organisés. Ils ont des avocats. Ils ont des fonds communs. Ils ont des choses pour lesquelles, justement, protéger leur histoire, leur culture, les choses les plus importantes. Et nous, en tant que musulmans, la chose qu'on puisse avoir par la grâce de Dieu, c'est vrai, c'est notre religion. On la laisse se faire balayer, massacrer. D'où je disais, l'engagement est fort, il doit être fort, mais il doit être parmi chacun d'entre nous. Ça, c'est important. Je m'écarte un peu du sujet, mais c'était important justement qu'on se rappelle ce dont pourquoi on est là. D'accord? Donc en tout cas, pour revenir sur l'Afrique, évidemment, l'espoir c'est là-bas. Nous sommes une diaspora forte, nous sommes plus de 13 millions d'habitants de la diaspora. Si chacun donne du sien, si chacun y contribue, si chacun va avec son enfant, lui montre ce que c'est l'Afrique, si chacun dit à son enfant que ce continent, c'est le plus beau du monde, et chacun dit à son enfant, tu es le plus beau, tu es la plus belle, parce qu'ailleurs, ils sont en train de matrixer nos enfants en disant non, la meilleure des couleurs, c'est la couleur blanche, alors que c'est faux. Nous sommes les plus beaux. Nous sommes les plus beaux. Je vous dis la vérité, nous sommes les plus beaux. Donc, ne laissez pas vos enfants se faire influencer à l'extérieur en leur disant que non, ils sont moches, leur couleur noire, marron, beige, je ne sais quoi, n'est pas bonne. C'est faux. Mais ça, c'est vous, parents, qui devez travailler ça. Moi, mes enfants, à chaque fois, je leur dis, vous êtes les plus beaux. Je dis, oui, papa, nous sommes les plus beaux. Parce que c'est vrai. Donc oui, l'Afrique au cœur de l'espoir pour nos enfants. Donc éduquons nos enfants à aimer, à nous aimer, quelle que soit notre religion, notre culture, d'accord? Mais surtout s'approprier leur territoire qui est le continent africain. Merci beaucoup. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux, tous les distingués invités, tous les membres, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Alors, fondé en 1986 par celui qui était alors le chef suprême du mouvement mondial Ahmadiyya en islam, la PAMA, Pan-African Ahmadiyya Muslim Association, est une association subsidiaire en fait de la communauté musulmane
ahmadiyya au sein de la diaspora, dans tout le monde entier. Et donc, excusez-moi. OK. Alors, et donc soutenu par sa devise qui est marquée dans le fond, amour pour tous, haine pour personne. C'est une association qui est unique et qui est dynamique, qui répond non seulement aux besoins de tous ses membres, mais également de toute la diaspora africaine et de l'Afrique, le continent africain dans son ensemble. Alors, cette organisation, cette association, elle s'inscrit dans une vision panafricaine. Dans une vision, par contre, panafricaine qui vise à réaliser le véritable potentiel de l'Afrique. Et donc, il s'agira pour nous, à travers ce discours, de vous présenter la vision panafricaine de la PAMA. Alors, pour ce faire, il est important déjà de définir ce que c'est que le panafricanisme. Donc, revenir sur un certain nombre de faits historiques pour nous donner, pour nous permettre de nous projeter de comment elle va se décliner au sein de la PAMA. Donc, juste pour rappeler quelques faits historiques, alors le panafricanisme, paradoxalement, naît en dehors du continent africain. Il naît dans les années 1800, le 1804, c'est-à-dire plus principalement en Haïti. Donc, au moment des indépendances haïtiennes, le 1er janvier 1804. Alors, initialement, c'est un mouvement qui visait, on va dire, la libération du peuple noir. Et très rapidement, va abandonner la vision initiale purement raciale. Et donc, on va aboutir à ce qu'on appelle, très rapidement, on va devenir, le panafricanisme sera à la fois une vision sociale, économique, culturelle, d'émancipation des Africains et un mouvement qui vise à unifier les Africains qui sont au continent, mais également tous ceux qui sont en dehors du continent africain dans le monde. Donc, et depuis quelques années, on constate quand même que le sujet du panafricanisme reprend de la vigueur au regard des contextes qu'on a pu observer, que ce soit en Afrique ou en dehors de l'Afrique, au sein de sa diaspora. Donc, ce panafricanisme-là qui revient est porté parfois aussi par des courants de fond, plusieurs courants de fond. Et ce sont généralement des courants de fond qui vont dépendre de la situation géographique, de l'histoire coloniale de l'environnement géographique dans lequel on se retrouve. Pour vous donner peut-être un exemple, la vision que nous avons du panafricanisme en Afrique de l'Ouest, elle est différente du panafricanisme en Afrique de l'Est, en Afrique australe et en Afrique du Nord. Ce n'est pas du tout les mêmes problématiques. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, ces différents courants de fond ne nous permettent pas d'avoir en fait la vision nécessaire parfois du panafricanisme et de son message de fond. C'est pourquoi il était donc important pour nous, au sein de la PAMA, de rappeler cette vision panafricaine que nous déclinons en notre sein. Donc, pour vous présenter cette vision-là, déjà, après avoir rappelé ces faits historiques qui nous permettent de comprendre le contexte associé, la vision panafricaine, pour le résumer, en tout cas la vision panafricaine du PAMA, c'est cette vision-là qui va c'est purement la vision islamique du panafricanisme. Pour nous, le panafricanisme se réalise pleinement dans la vision de l'islam. Donc, voilà. Ça va donc consister à garantir que nos membres développent et excellent en fait dans des qualités qui sont telles que la piété, la droiture, l'honnêteté, la justice, l'équité. Et ces qualités-là vont permettre de mieux contribuer à l'engagement pour le continent africain. Donc, pour vous donner peut-être un exemple, on pense que ces valeurs humaines, ces valeurs religieuses, cette morale qui est inculquée au sein de la communauté islamique ahmadiyya
spécifiquement, et peut-être un peu plus large au sein de l'islam, ces valeurs-là, si elles sont portées véritablement par les leaders africains et les autorités africaines dans tout son ensemble, du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans tout son ensemble, elle pourra avoir beaucoup plus d'impact que voilà, tous ces efforts de panafricanisme que nous avons eus depuis maintenant. Donc, pour poursuivre sur cette vision du panafricanisme au sein de la PAMA, nous pensons que l'Afrique doit être unie dans sa diversité. Donc, c'est l'Afrique pluriculturelle, pluriraciale, voilà, tous ces éléments de valeurs traditionnalistes et tout, dans sa diversité entière, elle doit être prise. Et donc, ce sont cette diversité-là qui est portée par les valeurs islamiques et qui permettent à l'Afrique d'exploiter son plein potentiel à travers ce panafricanisme-là. Donc, je vais quand même citer quelques données. Citer notre saint chef suprême de la communauté islamique Ahmadiyya, le calife Hazrat Mirza Masrour Ahmad, Ayadallahu Ta'ala bin Nasir Aziz, Khalifatul Masih 5 de la communauté islamique Ahmadiyya, le chef suprême de la communauté islamique Ahmadiyya dans le monde, et qui citait à l'occasion, le 23 novembre 2013, à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, du Burundi, du Malawi, du Rwanda et de l'Ouganda, qui citait ceci. À la lumière des véritables préceptes de l'islam, nous, musulmans ahmadis, nous œuvrons en faveur de l'indépendance universelle et de l'autodétermination, souhaitant ainsi rendre autonome tout individu. Chacun doit avoir accès aux droits fondamentaux que sont la liberté religieuse, politique, nationale et civile. Il poursuit en disant « L'Afrique est, par la grâce d'Allah, capable de guider ce monde. Mais vous devez travailler dur et favoriser l'unité afin de réaliser ce potentiel. De sorte qu'au lieu de succomber à la servitude, vous soyez à l'avant-garde du monde. » Donc, tout l'essentiel du message, il est là. C'est que les valeurs d'unité empruntent fortement en fait, de valeurs religieuses que prône aujourd'hui la communauté islamique Ahmadiyya à travers son organisation PAMA. Et c'est donc pour nous cette vision-là du panafricanisme que nous avons au sein de la communauté islamique Ahmadiyya. Je vais donc, pour ne pas être assez long, conclure sur ces mots. Déjà, la mission donc, du PAMA va consister à unir, inspirer, responsabiliser la diaspora musulmane africaine afin qu'elle serve au mieux la société d'une façon spécifique et plus globalement l'Afrique principalement. Donc, c'est aussi au sein du PAMA le lieu de créer une attache avec l'Afrique, avec l'histoire du continent. Donc, au sein de cette PAMA-là, nous développons des sujets tels que le Maghreb, l'Afrique de l'Est à l'honneur. Nous avons développé en fait ces sujets qui nous permettent de comprendre l'Afrique dans tout son ensemble. Et donc, c'est ces valeurs-là que nous continuons de véhiculer au travers de nos actions. Et donc, pour finir, je disais, pour l'ensemble de la famille PAMA, cet énoncé que je viens d'évoquer n'est pas juste un slogan creux, mais au contraire, c'est juste le principe directeur qui suscite l'édification sociale, morale et spirituelle qui va induire d'une certaine mesure ce caractère en chacun de nous. Donc, cela va nous inculquer, comme notre foi va l'exiger, l'amour, la loyauté envers nos pays, nos nations respectives, et nous inciter à servir notre continent bien-aimé qu'est l'Afrique
et tous les peuples d'origine africaine. Je vous remercie. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum. Assalamu alaikum. Chers frères, chères sœurs, chers invités, Moula Bissab, assalamu alaikum. Donc je viens après ces brillants discours qui m'ont précédé. Donc, où on a pu voir en détail, on vous a expliqué, chaque invité est venu vous expliquer leur vision du qu'est-ce qu'était le panafricanisme, leur vision de l'Afrique. Et notre cher frère Nourdine aussi a pu nous expliquer la vision du PAMA. Donc, je pense qu'il était important qu'on puisse expliquer notre vision aussi, que les membres qui sont ici puissent comprendre aussi la vision du PAMA. Donc, mon discours sera bien sûr porté sur l'Afrique, le thème de l'Afrique au cœur de l'espoir pour nos enfants. Donc, certains sont nés en Afrique et vivent toujours sur le continent, alors que d'autres personnes ont immigré ici, en dehors de l'Afrique, en Europe. Donc, il y en a qui souhaitent, ceux qui sont nés ici et ceux qui sont nés en Afrique, certains souhaitent justement faire leur vie ici, mais il y a d'autres personnes justement qui sont nées en France, qui sont nées en Europe de manière générale, en Occident, ou d'autres personnes qui sont venues en Afrique, qui sont venues de l'Afrique, pardon, excusez-moi, et qui souhaitent justement y retourner ou accomplir beaucoup de choses en lien avec le continent. Donc, ils sont restés très proches avec leur pays d'origine. Et comme je vous l'ai dit tantôt, certains souhaitent y retourner. Donc, nous soyons issus de la diaspora ou bien des personnes qui n'ont jamais quitté la terre-mère. Dans tous les cas, nous partageons tous ce désir d'aider l'Afrique du mieux que nous pouvons. Et pour ce faire, la meilleure chose n'est-elle pas d'œuvrer en priorité pour l'avenir de nos enfants? Donc là, je reviens sur le thème qui nous est assigné. Donc pour étayer mes propos, je vais prendre le cas de mon exemple personnel. Car j'ai eu la chance que mon père, qui est passé depuis, ait pu m'inculquer l'amour de mon pays d'origine. Parce que je suis né dans la diaspora, j'ai grandi ici en France. Et malgré tout, mon père m'a donné cet amour pour mon pays d'origine, sa terre d'origine, la terre de mes ancêtres. Et il m'a donné cet amour de la culture, il nous a enseigné notre culture, etc. Car je pense qu'une personne qui ne connaît pas ses racines, comme le dit un dicton africain, un arbre ne peut pas pousser sans racines. Donc je pense qu'une personne qui, du moins, même si elle n'a pas des liens avec ses racines, mais si elle connaît d'où elle vient, c'est une personne qui sera un peu perdue. Donc, quand on parle de panafricanisme, d'amour pour l'Afrique, il est important, déjà dans un premier temps, pour donner cette envie justement aux enfants, il est important de connaître avant tout. Donc, comme je vous le disais, moi je suis originaire de la République démocratique du Congo, qui est, on va dire, un territoire qui est très grand, très vaste, où on entend justement, comme tantôt le frère Farhan le disait, même Boris Kwaku le disait aussi, le président d'Africainement, où on entend beaucoup de guerres,
de massacres, de toutes ces choses négatives. Donc, à travers, justement, je voulais présenter, du moins, aujourd'hui, au moins, qu'est-ce que le Congo de manière brève, parce qu'il y a un petit exposé que vous pouvez aller voir plus en détail pour connaître un peu les gens de ce pays, qui est un pays qui est riche, qui a une grande culture. Et je voulais vous présenter une brève histoire du Congo, donc, et aussi en quoi il peut être un espoir pour nos enfants. Donc le Congo, c'est un pays qui se situe en Afrique centrale, dans le bassin, ce qu'on appelle le bassin du Congo. Le bassin du Congo, c'est le fleuve qui le traverse. Le nom du fleuve s'appelle Congo. Mais c'est aussi le territoire d'un peuple qu'on appelle le peuple bantou, les peuples bantous, parce qu'ils regroupent beaucoup d'ethnies. Mais pour le Congo spécialement, nous sommes originaires à la base, on descend du Cameroun, du moins une partie des Congolais descendent du Cameroun, et d'autres viennent de l'Est de l'Afrique. Pour mon cas à moi, spécifiquement, mon peuple, qu'on appelle l'ethnie Luba. En général, on les appelle les Baluba. Nous sommes beaucoup au Congo, à peu près une 20aine de millions au Congo, un peu en Angola, un peu en Zambie aussi. Et nous sommes originaires de l'Est. Donc, selon nos traditions, selon les griots, parce qu'on sait qu'en Afrique, surtout, la transmission justement de la culture se fait par les griots. Donc, selon les griots, nous venons de l'Afrique de l'Est. De l'Est, donc nous avons immigré de l'Est et on s'est installé dans le centre du Congo, dans la région qu'on appelle le Kasaï. Dans ce territoire, justement, congolais, il y avait des royaumes. Il y a trois royaumes spécifiquement qui sont très connus. Ce sont le royaume Congo, justement, dont le nom de l'actuel pays est tiré, le royaume Congo, qui, pour certains, peut-être ça va faire rigoler, comme on aime bien se moquer de moi par rapport à ça. C'est le mot Congo, si vous voulez, vient du mot Ngo, qui signifie léopard, et Congo signifie l'allié des léopards. Bon, voilà. Passer cette... Ensuite, il y a un autre royaume qu'on appelait le royaume Luba. Et le dernier royaume qui est très connu dans cette région, c'est le royaume Lunda. Et tous ces royaumes sont nés à peu près vers la fin du XVe siècle jusqu'à la colonisation. Donc ils ont duré à peu près 500 ans. Mais il y a toujours les ethnies qui sont là, qui représentaient ces différents royaumes. Ensuite, malheureusement, il y a eu la colonisation belge qui est arrivée au XIXe siècle. Justement, les Ahmadis, vous le savez très bien, c'est à l'époque de l'avènement du Messie premier, alayhi salam. Et on sait que Dajjal a conquis le monde. Et une partie de ce monde, c'était le Congo. Donc de 1887 à peu près, 84, après la partition de l'Afrique à la conférence de Berlin, jusqu'en 1960, le Congo était sous domination belge. Mais quand je dis domination belge, il y avait aussi le Rwanda, donc je pense que mes frères rwandais le savent très bien, lors de cette domination belge. Et ce n'était pas vraiment la Belgique, en fait c'était tous les pays occidentaux, mais celui qui faisait la police, c'était l'État belge, pour faire simple. Jusqu'au moment de l'indépendance, qui est arrivé le 30 juin 1960. Et là est née la République du Congo. Par la suite, il y a eu ce qu'on appelle la République démocratique du Congo, le Zaïre, pardon, excusez-moi, parce que le nom a été changé par l'ancien président Mobutu, qui est devenu le Zaïre, et par la suite, il y a eu, à la fin de son, je ne peux pas dire mandat, mais règne, parce que c'était un président roi ou empereur, je ne sais pas. Et jusqu'en 1997,
Et à partir de 1997, il y a eu énormément de problèmes au Congo, comme vous le connaissez très bien. Les guerres, les massacres, etc. À cause de la richesse de son sous-sol. Mais donc voilà, il y a eu jusqu'à aujourd'hui la Seconde République qui est en dents de scie et qui est actuellement présidée par notre président, le président du Congo, Félix Tshisekedi. Donc, en quoi le Congo est un exemple, justement, d'espoir pour nos enfants. Donc, la République du Congo, souvent appelée le cœur de l'Afrique, est bénie d'une abondance de richesses naturelles, comme je vous l'ai dit. Parce que, mis à part les minerais, il y a la plus grande forêt après l'Amazonie, qui est la forêt tropicale, qui est un poumon, justement, qui est un poumon du monde avec l'Amazonie. Et le bois abonde, et c'est une terre qui est très, très fertile. Donc, il y a des vastes étendues, il y a les mines, moi je vous l'ai dit, l'or, le cobalt, le charbon, et il y a il y a le gaz aussi. On a découvert aussi le pétrole. Donc, il y a le côté montagneux, volcanique, qui est une terre très, très, très fertile. Et vous pouvez y mettre ce que vous voulez, ça va pousser. Donc, le Congo, mis à part justement cette diversité de paysages et ces minerais, a aussi une biodiversité unique au monde. C'est-à-dire, mis à part le sol, c'est aussi tout ce qui est la flore et la faune. La flore, pardon, excusez-moi, et la faune. Donc, c'est une terre, comme je vous le disais, qui est propice à l'agriculture et à la production alimentaire. Mais ce qui fait vraiment briller le Congo, c'est son sous-sol, comme je vous l'ai dit, qui est riche en minerais précieux. Des minerais tels que le cuivre, comme je vous le disais, le cobalt, le coltan, le diamant. Donc, ceci a le potentiel justement de transformer l'économie congolaise et de stimuler un développement durable. Ces ressources sont la promesse justement d'un avenir prospère pour tous les Congolais. Et quand je dis Congolais, c'est les personnes qui sont sur le continent. Et bien sûr, c'est sa diaspora, c'est-à-dire ces personnes congolaises qui sont nées au Congo et qui sont venues en Europe. Mais c'est aussi cette catégorie de Congolais nés en France qui se sentent toujours attachés à leur pays au pays de leur père, qui peut aider justement à la prospérité de ce pays. Donc, toutes ces richesses peuvent offrir des opportunités d'investissement et de croissance économique. Également une richesse, ce qu'il faut savoir aussi, que le Congo a une grande diversité religieuse. Donc, ça témoigne justement de cette complexité et de la richesse culturelle du pays. Donc, comment on peut y contribuer, justement, comme le disait, nous l'a dit le frère Nourdine, en encourageant justement le respect mutuel, la tolérance et le dialogue interreligieux. Donc la RDC peut capitaliser sur cette diversité pour renforcer l'unité nationale. Et je pense que le PAMA a un très grand rôle à jouer dans ce sens. Et aussi, cette diversité, cette tolérance qui est justement au Congo, elle peut promouvoir justement ce développement social qui est nécessaire à un développement économique, mais pas que. Mais pourtant, la vraie richesse du Congo réside également dans son peuple. Les Congolais sont résilients, courageux,
doté d'une créativité remarquable. Malgré les défis auxquels le pays est confronté, la population congolaise continue de se battre pour un avenir meilleur. Et ça, je veux prendre... il y a un frère, justement, je lui disais que les Congolais sont un grand peuple. Lui m'a dit non, c'est un grand pays. Moi, je lui dis non, c'est un grand peuple. Et c'est vrai, quand on va là-bas, quand on va sur place, malgré les difficultés, malgré justement ce problème qu'on a à l'est du pays, qui est très difficile, qui plombe vraiment le pays, les gens sont très courageux et se battent chaque jour. Et justement, cette énergie et cette détermination de cette jeunesse, justement, c'est une force en fait, une force motrice pour le changement et pour le progrès. Parce que quand nous allons au Congo et en Afrique de manière générale, ce qui transparaît vraiment quand on est sur le sol africain, c'est sa jeunesse. Il n'y a, comparé à l'Europe qu'on appelle le vieux continent justement, il y a énormément de jeunes. Donc, cette jeunesse justement, c'est elle qui va jouer un rôle essentiel dans le développement et dans l'avenir de ce pays. Et c'est elle qui va apporter justement ce dynamisme, cette créativité, et qui va permettre justement au pays de se développer, dans tous les sens du terme. Et je voulais ajouter, bon, je pense que ça a été déjà dit dans ces deux discours justement, parce que en faisant mon discours, j'avais pensé justement à parler à investir sur l'éducation, sur la formation, etc. Mais je pense que le frère Farhan en a déjà parlé. Mais là où je voulais insister, c'était surtout, au-delà du discours, au-delà de ce discours de dire qu'il faut faire ci, il faut faire ça, il est important d'inculquer justement cet amour pour ce continent. Et dans mon cas, c'est pour ça que je voulais vous présenter un peu le cas du Congo, l'amour du Congo. Mais cela passe par la connaissance, la culture du pays. On ne peut pas aimer quelque chose qu'on ne connaît pas. Et ça sera un espoir pour nos enfants, le jour où les enfants prendront conscience justement de leur culture, de qui ils sont, ils prendront conscience du pays d'origine de leurs parents. Et il n'y a qu'à j'allais dire, qu'à ce moment-là qu'ils pourront justement s'investir et pouvoir investir et pouvoir comprendre le potentiel que ces pays ont. Parce que comme l'a dit mes prédécesseurs, il est triste qu'il y ait autant de morts qui veulent venir ici pour traverser, or que tous ces pays ont un fort potentiel. Donc, c'était mes quelques mots concernant ce thème, l'Afrique, l'espoir pour nos enfants. Jazakallah.